On se pose souvent la question, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise ou même une organisation passe de pas même à vraiment exceptionnel? Et surtout, comment fait-elle pour y rester? Oui, c'est la grande question. Ce n'est pas juste un sujet pour les PDG du CAC 40, ça nous touche tous dans nos projets, nos carrières. On a tous envie de faire partie de quelque chose qui sort du lot. Bien sûr. Et la plupart du temps, on se dit que l'échec vient des erreurs, des mauvais produits, d'une mauvaise gestion. Mais les sources qu'on a ici, basées sur le livre de Jim Collins De la performance à l'excellence, avancent une idée beaucoup plus dérangeante. Mhm. C'est que le principal ennemi de l'excellence, ce n'est pas le mauvais, c'est le bon. On se contente d'être bon et c'est ça qui nous empêche de devenir excellent. C'est cette complaisance qui est le vrai piège. Exactement. Et pour explorer cette idée, Collins et son équipe n'ont pas juste écrit un livre d'opinion. Ils ont monté un projet de recherche absolument colossal sur 5 ans. 5 ans. Oui, c'est ce qui donne une force incroyable à leur conclusion. Ils ont passé au crible des décennies de données financières, des milliers d'articles pour identifier un groupe très très sélect d'entreprises. 11 seulement. 11 entreprises sur des milliers. 11 entreprises qui ont réalisé un saut quantique. Elles étaient bonnes, voire moyennes, et sont devenues exceptionnelles, au point de battre le marché boursier général par un facteur de presque 7, en moyenne, sur 15 ans. 7 fois mieux que le marché, c'est énorme. On parle de quelles entreprises, par exemple, pour se faire une idée? L'exemple le plus parlant est sans doute celui de Walgreens, la chaîne de pharmacie. Pendant 40 ans, c'était une entreprise sans histoire, qui suivait le marché, sans plus. Et puis, à partir de 1975, quelque chose change. D'accord. Et elle entame une ascension fulgurante surclassant des géants comme Intel, General Electric ou Coca-Cola. Mais la vraie génialité de leur méthode, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de regarder ces 11 boîtes. Non. Non, ils ont systématiquement comparé chacune d'entre elles à un concurrent direct, dans le même secteur, avec les mêmes opportunités, mais qui restait simplement bon. Du coup, la question n'était plus qu'ont-elles en commun, mais Qu'est-ce qui les différencie? exactement, qu'est-ce qui les distingue systématiquement de celles qui ont échoué à faire ce saut? D'accord. La méthode est solide. Alors, par où on commence? Quand on pense aux entreprises qui réussissent, on pense tout de suite au patron, à la figure de proue. J'imaginais que l'étude allait nous parler de leaders visionnaires, charismatiques, mais apparemment, c'est tout le contraire, n'est-ce pas? C'est ça. C'est la toute première surprise et elle est de taille. Oubliez l'image du PDG superstar, celui qui fait la couverture des magazines. Les entreprises qui ont fait ce saut étaient toutes dirigées par ce que Collins appelle des leaders de niveau 5. Niveau 5, Oui, un profil très particulier, presque un paradoxe sur pattes. un paradoxe, c'est-à-dire. C'est un mélange détonnant d'une immense humilité personnelle et d'une volonté professionnelle féroce, inébranlable. D'un côté, l'humilité. Ce sont des gens discrets, modestes, qui fuient la lumière. Ah oui, Quand les choses vont bien, ils ne s'attribuent jamais le mérite. Ils regardent par la fenêtre pour trouver qui remercier. L'équipe, les prédécesseurs, la chance. C'est ce qu'ils appellent la métaphore de la fenêtre. c'est fascinant, parce que ça va à l'encontre de toute l'image qu'on se fait du grand patron, un peu à la Steve Jobs par exemple. Mais comment cette humilité se manifestait concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient effacés, qu'ils ne prenaient pas de décision ferme? Pas du tout. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie du paradoxe. La volonté professionnelle féroce. Leur ambition, elle n'est pas pour eux, elle est pour l'entreprise. D'accord. Ils sont absolument déterminés à faire tout ce qu'il faut pour que l'entreprise devienne excellente, quitte à prendre des décisions difficiles, voire brutales. Et quand les choses tournent mal, la dynamique s'inverse. Ils ne cherchent pas d'excuses. Ils se regardent dans le miroir. C'est ça. Ils se regardent dans le miroir et assument l'entière responsabilité. Jamais ils ne blâment les autres, le contexte ou la malchance. C'est ce duo humilité-volonté qui est la signature du leader de niveau 5. Et ce qui est faux, c'est que ce n'est pas un hasard. Il y a une statistique qui appuie ça. Sur les 11 entreprises excellentes, 10 des dirigeants venaient de l'intérieur de l'entreprise. Ils avaient gravi les échelons discrètement. Exactement. À l'inverse, les entreprises de comparaison, celles qui sont restées juste bonnes, ont fait appel à des grands noms de l'extérieur 6 fois plus souvent, en espérant qu'un sauveur charismatique allait tout changer. Mais ça n'a pas marché. Non. Le sauveur externe arrive souvent avec un ego surdimensionné et part en laissant l'entreprise dans un état pire qu'avant. Le leader de niveau 5, lui, il construit quelque chose qui va lui survivre. D'accord. Donc on a ce leader atypique au sommet, mais s'il n'arrive pas avec une vision divine pour transformer l'entreprise, par où commence-t-il? Quelle est sa toute première action?
Et c'est le deuxième grand principe, tout aussi contre-intuitif. Le leader de niveau 5 ne commence pas par la vision ou la stratégie. Il commence par les gens. Par les gens? Oui. L'analogie utilisée dans le livre est celle du bus. La mission, c'est d'abord de faire monter les bonnes personnes dans le bus, de faire descendre les mauvaises, de mettre les bonnes personnes au bon siège. Et seulement après, on décide de la destination. Et seulement après, on décide ensemble où le bus va aller. Encore une fois, ça bouscule les idées reçues. On nous dit toujours ayez une vision claire et recrutez des gens qui y adhèrent. Là, c'est l'inverse. Pourquoi cette approche d'abord qui, ensuite quoi est-elle si puissante? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, si vous avez les bonnes personnes à bord, vous êtes beaucoup plus flexible. Si le monde change et il change tout le temps, et que vous devez changer de direction, Ce n'est pas un problème. non, ce n'est pas un problème. Les bonnes personnes sont là pour l'aventure, pas pour une destination précise. Deuxièmement, si vous avez les bonnes personnes, vous avez quasiment plus besoin de les motiver. Elles sont automotivées. Oui, les gens compétents et autonomes sont motivés par l'envie de faire partie de quelque chose d'excellent. Le management devient beaucoup plus simple. Et enfin, la meilleure stratégie du monde avec les mauvaises personnes, elle ne vous mènera nulle part. Alors qu'une équipe de choc, Une équipe de choc trouvera toujours un moyen de gagner, même si la stratégie de départ n'est pas parfaite. l'exemple de Wells Fargo dans les sources est très parlant là-dessus. Il passait un temps et une énergie considérable à recruter les meilleurs talents, même sans avoir un poste précis pour eux. C'est ça. Ils accumulaient le talent en se disant que cette équipe finirait bien par trouver quoi faire. Pendant ce temps, leur concurrent Bank of America fonctionnait sur un modèle inverse, Hmm. en recrutant des généraux compétents mais pas brillants pour ne pas faire d'ombre au sommet. La suite, on la connaît. C'est un vrai changement de paradigme. Le travail du leader n'est pas d'être un génie avec 1000 assistants, mais de former une équipe de génies qui débattent pour trouver la meilleure voie. D'accord. Donc, on a un leader de niveau 5 et un bus rempli de talent. La base est solide. Mais j'imagine qu'une équipe de stars ne suffit pas si elle se voile la face sur les difficultés. Comment ces entreprises géraient-elles les mauvaises nouvelles, la dure réalité du terrain? Elle l'affrontait de face, sans concession. C'est le troisième concept clé, la nécessité d'affronter la brutalité des faits tout en gardant une foi inébranlable en la victoire finale. C'est ce que l'étude appelle le paradoxe de Stockdale. Stockdale, ça vient d'une personne réelle, j'imagine. Oui, l'amiral Jim Stockdale, l'officier américain le plus haut gradé à avoir été prisonnier de guerre pendant 8 ans au Vietnam dans des conditions atroces. 8 ans. Et quand on lui a demandé, après sa libération, qui n'avait pas survécu, il a répondu « C'est facile, les optimistes. Ceux qui se disaient « On sortira d'ici Noël », puis « On sortira à Pâques », et qui finissaient par mourir de désespoir. Terrible. Le paradoxe de Stockdale, c'est cette double conviction. D'un côté, garder une foi inébranlable, savoir qu'à la fin on va gagner, peu importe les épreuves, et en même temps, avoir la discipline d'affronter la réalité la plus brutale de sa situation, quelle qu'elle soit. C'est une idée très forte, cet équilibre entre la foi à long terme et la lucidité à court terme. Mais comment un dirigeant crée-t-il une culture où les gens osent dire la vérité, même quand elle est moche? On sait que dans beaucoup d'entreprises, les mauvaises nouvelles, elles ne remontent jamais jusqu'au sommet. Les leaders de niveau 5 utilisaient des mécanismes très simples. D'abord, ils menaient avec des questions, pas avec des réponses. Ah oui, Ils ne prétendaient pas tout savoir. Ensuite, ils encourageaient le débat, voire le conflit passionné pour que toutes les opinions s'expriment. Il ne s'agissait pas de chercher un consensus mou, mais la vérité. et en cas d'échec? Quand un projet échouait, ils organisaient des autopsies sans blâme. L'objectif n'était pas de trouver un coupable, mais de comprendre froidement les raisons de l'échec, pour apprendre. Philip Morris, par exemple, a publiquement disséqué l'échec du rachat de 7UP pour en tirer des leçons, au lieu de cacher l'erreur sous le tapis. Cette culture de la vérité est donc le carburant. On a les bonnes personnes, elles travaillent avec les bonnes informations, il ne manque plus que la direction. Cette idée de simplicité et de focus semble centrale, et ça nous amène à cette fameuse analogie animale. Le hérisson, c'est bien ça. Exactement. Le concept du hérisson. Ça vient d'une vieille parabole grecque qui dit « Le renard connaît beaucoup de choses, mais le hérisson n'en connaît qu'une seule, une grande chose. D'accord. » Le renard est malin, il imagine 1000 stratégies complexes pour attraper le hérisson. Mais à chaque fois, le hérisson fait la seule chose qu'il sait faire parfaitement, se rouler en boule. Et c'est toujours lui qui gagne. Et donc, les entreprises qui échouent sont des renards. Les entreprises de comparaison étaient des renards, complexes, dispersés, courant après plusieurs lièvres à la fois. Les entreprises excellentes sont devenues des hérissons. D'accord, l'image est claire.
Il faut trouver une idée simple et profonde qui guide tout. Mais comment on la trouve, cette idée? Ça ne peut pas être juste une intuition ou un slogan marketing. Non, c'est le fruit d'une compréhension profonde qui se trouve à l'intersection de trois cercles. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on découvre. Le premier cercle, c'est la réponse à la question « Dans quoi pouvons-nous être les meilleurs au monde ?» Les meilleurs au monde, rien que ça. Et la question corollaire, tout aussi importante, « Dans quoi ne pouvons-nous pas être les meilleurs, même si on y est compétent ?» Il faut être lucide là-dessus. Donc, ce n'est pas juste une question de compétence, mais de potentiel de domination mondiale. Quel est le deuxième cercle? Le deuxième cercle, c'est le moteur économique. Il s'agit de comprendre quel est le ratio, le dénominateur qui a le plus d'impact sur votre performance. C'est souvent un indicateur contre-intuitif. Comme pour Walgreens? Exactement. Pour Walgreens, ils ont compris que le levier n'était pas le profit par magasin, ce que tout le monde regardait, mais le profit par visite client. Cette découverte a tout changé. Ils ont commencé à placer leurs magasins dans les coins de rue, très passants, plus chers mais bien plus pratiques, et à offrir des services qui faisaient revenir les gens. Logique. Et le troisième cercle? Le troisième cercle, c'est la passion. Qu'est-ce qui vous passionne profondément? On ne peut pas fabriquer la passion, l'idée de trouver un domaine qui anime vraiment les gens de l'entreprise. D'accord. Le concept du hérisson, c'est ce qui se trouve à l'intersection de ces trois cercles. Ce dans quoi vous pouvez être le meilleur, ce qui fait tourner votre moteur économique et ce qui vous passionne. Quand vous trouvez ça, toutes les décisions deviennent simples. Et j'imagine que la discipline, qui est le concept suivant, consiste à s'en tenir à ce concept et à dire non à tout le reste, même si une opportunité semble géniale, si elle n'est pas dans l'intersection des trois cercles. C'est non. C'est non. C'est une forme de concentration extrême. C'est exactement ça, mais il faut bien comprendre que cette discipline n'est pas une tyrannie imposée par le haut, c'est une culture. C'est la suite logique de tout ce qu'on a vu. C'est vrai. On commence par recruter des gens disciplinés. D'abord, qui? On les fait travailler dans un cadre de lucidité pour développer une pensée disciplinée, le hérisson. Et ça mène naturellement à une action disciplinée. Donc ce n'est pas une question de programme de transformation brutale, de restructuration violente. L'étude utilise une dernière métaphore très puissante pour décrire ce processus, celle du volant d'inertie. Oui, le flywheel. Imaginez une énorme roue métallique, très lourde, posée à plat. Votre mission est de la faire tourner. Vous poussez de toutes vos forces. Le premier tour est incroyablement difficile, presque décourageant. On a tous connu ça. Vous poussez, et la roue bouge à peine. Vous continuez. Le deuxième tour est un tout petit peu moins dur. Le troisième aussi. Vous ne changez jamais de direction, vous poussez toujours dans le même sens. Et petit à petit, la roue prend de l'élan. Chaque tour s'ajoute au précédent. Au bout d'un moment, l'élan accumulé est tel que la roue tourne presque toute seule, créant une force irrésistible. Et c'est ça la percée. C'est ça. De l'extérieur, les gens ont l'impression d'une révolution du jour au lendemain, mais de l'intérieur, c'est le résultat d'un effort constant et cumulatif. C'est le contraire absolu de ce que l'étude a observé chez les entreprises de comparaison. Elles étaient coincées dans ce qu'ils appellent le doom loop, le cycle infernal. Le cycle infernal, oui. Celle-ci cherchait toujours le programme miracle, le nouveau PDG sauveur, l'acquisition qui allait tout changer. Elle lançait une initiative, puis une autre, changeait de direction brutalement, mais sans jamais construire cet élan. Elle s'épuisait. Elle s'épuisait en saccade, sans jamais réussir à faire tourner volant durablement. Elle confondait restructuration et construction. Elles agissaient beaucoup, mais sans cohérence. Le volant illustre parfaitement que la transformation est un processus, pas un événement. Si on prend un peu de recul, l'idée qui se dégage, c'est que l'excellence n'est pas une question de chance, de secteur d'activité ou de circonstances. C'est le résultat d'un choix conscient et d'un processus délibéré. C'est un choix. Et tous les concepts dont on a parlé, le leader de niveau 5, le bus, le paradoxe de Stockdale, le hérisson et le volant, ce ne sont pas des recettes à piocher, c'est ça. Non, ce sont les pièces d'un système où chaque élément renforce les autres. C'est un tout cohérent. Absolument. Et il faut insister sur le fait que ces principes ne sont pas réservés aux multinationales. Ils peuvent s'appliquer à n'importe quelle échelle, une association, une start-up, une équipe sportive, et même, À sa propre vie, en fait. oui, le but n'est pas de travailler plus, mais de simplifier, d'éliminer le superflu pour concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment, sur ce qui se trouve au cœur de nos trois cercles personnels. Finalement, cette exploration nous amène à retourner la question de départ. La vraie question n'est peut-être pas pourquoi viser l'excellence.
La réponse semble assez évidente. Hmm. La question fondamentale, celle qui est la source de toute l'énergie nécessaire pour commencer à pousser le volant, serait plutôt quel travail, quelle mission, quelle cause nous passionne au point de nous donner cette envie irrépressible de construire quelque chose d'excellent. C'est une bonne question. C'est peut-être en trouvant cette réponse-là que tout commence vraiment.